et bienvenue à toutes et tous à cette 8e rencontre Nous le sport 2021 organisée dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF, donc depuis le 17 février, avec des invités d'horizons divers. On aborde des thématiques centrales qui questionnent la place du mouvement sportif dans la société. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet ô combien d'actualité, le sport de demain. Le président de la République a annoncé une reprise des activités progressives à partir d'aujourd'hui. On a beaucoup parlé du sport d'avant, on a beaucoup parlé du sport de demain il y a un an déjà. Donc aujourd'hui, comment questionner la sortie de crise et comment questionner le sport, le mouvement sportif fédéré. Et moi, ce que j'ai envie d'interroger aujourd'hui avec les invités que je vais présenter, c'est finalement comment, dans ce contexte de sortie de crise, mais peut-être de début de crise aussi économique et sociale, eh bien, comment on pense des activités physiques et sportives qui mettent au cœur l'être humain, la question de l'émancipation. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Charrier, qui est maître de conférence à l'Université d'Orsay et qui nous a confié avoir fait 47 ans de basket, donc un sportif. Emmanuelle Jaeger, qui est vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme, en charge de la vie des clubs et qui a longtemps été présidente d'un club de Charenton, dont elle nous redira le nom, l'Azur Olympique. C'est ça. Et Guillaume Legault, qui est directeur général de l'UCPA, qui va nous rejoindre en route. Alors, je propose à Dominique Charrier de commencer aujourd'hui cet échange pour peut-être nous faire un état des lieux sur l'évolution du sport de ces dernières années et le rôle que jouent les différents acteurs. Et puis peut-être aussi, Dominique, commencer par définir la question de la prospective. C'est quoi l'enjeu et le rôle de la prospective pour anticiper au mieux les évolutions du sport? Merci Emmanuel. Alors effectivement, je peux donner quelques éléments sur le sport de demain en interrogeant d'abord quel demain, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit des prochains mois, des prochaines semaines, puisque tu parlais de la conjoncture, des prochains mois ou des prochaines années. Ben justement, l'exercice de prospective, ça sert à se projeter peut-être un peu plus loin d'ailleurs, à l'horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus. Peut-être un mot pour dire qu'il ne s'agit pas, dans l'exercice de prospective, qui est un exercice, extrêmement donc sérieux, hein. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années. Il s'agit plutôt de manière plus modeste au fond, d'éclairer des questions qui devraient être déterminantes, qui devraient jouer un rôle, donc important. Évidemment, du coup, la prospective, elle a un caractère un peu particulier, puisqu'elle mêle à la fois des approches scientifiques et puis aussi de l'intuition qui se construit quand on observe comme ça de manière directe un peu elle a un caractère un peu du coup, elle a une dimension assez partielle, voire même partiale d'ailleurs, mais en même temps, c'est un formidable outil pour faire réfléchir. Donc c'est dans ce sens, me semble-t-il, que l'exercice de prospective est intéressant. Alors il est intéressant, puis en même temps, il est assez compliqué, évidemment, puisque tout est dans tout, et il faut être capable de mettre de côté ce qui relève de la conjoncture, et puis ce qui relève effectivement de tendances à long terme. Alors le problème de la conjoncture, c'est qu'elle est très présente. D'abord parce qu'on est en plein dedans. Et puis en ce moment, elle est particulièrement forte. Je pense à la pandémie, évidemment, tout le monde pense à cela. Tu as d'ailleurs lancé notre séance sur ce thème. Mais aussi, il y a d'autres aspects dans la conjoncture. On peut penser à la préparation pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc on a comme ça des éléments de court terme, si je puis dire, qui nous empêchent finalement de réfléchir à plus long terme. Donc la prospective, c'est essayer de réfléchir sur le long terme, au-delà finalement des éléments liés donc, à la conjoncture. On verra d'ailleurs si la conjoncture liée à la pandémie est un amplificateur finalement de tendances, ou si elle révèle un certain nombre d'évolutions nouvelles. Alors, tu me suggérais de faire un état des lieux. Évidemment, l'exercice est compliqué en temps contraint, qui est compliqué aussi quand on a beaucoup de temps du reste. Mais du coup, je vais essayer de montrer en quelques phrases que le sport a beaucoup changé depuis les années 60.
Ça semble être évident, mais en fait, ça l'est pas vraiment puisque, il y a un certain nombre d'analystes qui considèrent qu'il est temps de le faire changer véritablement, puisque l'hypothèse, au fond, serait que le sport n'a pas changé du tout. Bon, moi, je ne partage pas du tout cette analyse, qui dirait, qui nous permettrait de penser ou qui nous conduirait à penser que finalement, il est enfin temps de secouer l'arbre, donc sportif, pour le faire évoluer. En effet, on a eu beaucoup de transformations depuis les années 60, tant en ce qui concerne les pratiques sportives et les modalités de pratique, ou en ce qui concerne les formes d'organisation, ou en ce qui concerne évidemment les modalités liées à son organisation politique, à sa gouvernance, on pourrait dire maintenant. Et si je devais résumer les évolutions, je retiendrai, je retiendrai 3 points. Le premier point d'abord, c'est un processus de développement, notamment des pratiques sportives, des enjeux économiques et des enjeux politiques, un processus de développement qui se juxtapose à un processus de complexification. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tout cela s'est effectivement donc développé, eh bien ça s'est complexifié. Par exemple, par l'arrivée de nouvelles pratiques ou par l'arrivée de nouveaux acteurs. Je pense aux comités, aux conseils pardon, départementaux et aux conseils régionaux dans les années 1980. Ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire plus ça se développe, plus ça se complexifie. Et on pourrait penser, je me positionne d'emblée en termes de prospective, que ça pourrait continuer sur ce mode-là, mais c'est peut-être pas sûr. C'est-à-dire que l'idée du développement infini des pratiques sportives, des enjeux économiques autour du sport, eh bien, c'est une question qui mérite d'être posée. En tout cas, ça ne va pas forcément de soi. Le deuxième point sur lequel je pourrais développer longuement, mais je ne vais pas le faire, c'est au fond démontrer que dans l'évolution du système sportif français depuis les années 60, eh bien, les politiques publiques ont joué un rôle absolument déterminant, à la fois les politiques d'État, mais aussi les politiques liées aux collectivités locales, notamment après les années 1980, c'est-à-dire après les lois sur la décentralisation. Et on a vu effectivement plusieurs périodes s'organiser. Une première période, en gros, jusqu'au début des années 80, où les politiques sportives ont pris place. Alors, évidemment, il existait déjà des politiques sportives dans les années 20, mais il y en avait essentiellement dans les plus grandes villes. À partir des années 60, on voit des politiques sportives se mettre en œuvre dans des communes de plus de 30 000 habitants, on va dire. Donc ça, c'est pas rien, c'est-à-dire que ça prend place. D'ailleurs, pour une raison très simple, c'est que c'est la période où on a construit des dizaines de milliers d'équipements, et donc il fallait bien les concevoir, les entretenir, les animer, etc. Et puis à partir des années 80, principalement, on voit un processus de développement de ces politiques sportives, mais aussi de rationalisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé dans les collectivités locales, en particulier pour mieux gérer les questions d'équipement, pour les concevoir de manière plus efficace, au fond, pour mieux soutenir les clubs donc, sportifs, etc. Donc on s'est engagé dans un processus de rationalisation qui continue du reste. Et puis, peut-être que depuis une dizaine d'années, on est dans un processus de réorganisation ou de recomposition. Au fond, les politiques sportives locales sont peut-être devant un carrefour. Soit elles prennent de l'ampleur, elles se développent, elles deviennent prioritaires, notamment autour d'un certain nombre de préoccupations liées à l'éducation ou à la santé. Soit, évidemment, je n'ai pas de réponse, soit elles se diluent progressivement dans les différents donc, secteurs dont je viens de parler, l'environnement, la santé, l'éducation, l'aménagement, le développement local, etc. On peut y mettre du sport finalement un peu partout. Et du coup, est-ce qu'elles deviennent centrales et prioritaires ou est-ce qu'elles deviennent importantes, mais en se diluant dans d'autres secteurs et du coup dans d'autres cultures professionnelles. Donc ça, c'est un enjeu évidemment de l'avenir. Et puis le troisième point que je retiendrai, après le processus de développement de complexification, après le rôle déterminant des politiques publiques, eh bien c'est au fond la capacité d'adaptation, d'anticipation et d'innovation des organisations donc, sportives, à qui l'on reproche très souvent, et de mon point de vue trop vite, de ne pas être capable de se transformer, de ne pas être capable d'anticiper, de ne pas être capable donc que d'innover. Alors évidemment, cette capacité d'adaptation, d'anticipation et d'innovation, elle est quand même relative. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, enfin on pourrait espérer que ça aille plus vite,
qui est plus d'adaptation, par exemple, etc. Mais quand même, globalement, les clubs sportifs, les fédérations ont quand même réagi plutôt pas mal à de nombreux chocs dont je parlais avant, un peu vite. Je pense à la médiatisation, par exemple. Je pense à la mise en concurrence avec d'autres formes de pratiques que sportives. Je pense à l'instrumentalisation par les politiques sportives, c'est-à-dire qu'on a demandé aux clubs de s'occuper de l'emploi des jeunes dans les quartiers, des personnes handicapées, des femmes, etc., etc. Bref, on leur a demandé plein de choses. Alors, tout le monde n'a pas tout fait, bien évidemment, mais quand même, on peut faire le constat qu'il y a beaucoup d'acteurs sportifs, beaucoup d'organisations donc sportives qui ont été capables de résister et qui ont été capables de transformer leurs pratiques et de s'adapter, voire même donc d'innover dans un certain nombre de cas. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer qu'au fond, les choses sont souvent plus compliquées qu'on peut le penser a priori ou qu'on peut le dire trop vite. Et donc l'exercice de prospective, ça sert à ça aussi, c'est-à-dire ça sert à, d'une certaine manière, essayer de remettre de l'ordre, un ordre particulier. D'autres collègues pourraient avoir d'autres manières d'organiser finalement notre histoire et d'utiliser ce patrimoine-là que j'ai donc rappelé en quelques mots, évidemment, et bien de l'utiliser pour s'interroger sur l'avenir, mais pas forcément dans le court terme, mais à l'horizon de 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Merci Dominique. Alors j'accueille Guillaume Legault, directeur général de l'ICPA. Bonjour à toi Guillaume. Alors Dominique, tu as parlé de l'adaptation des fédérations sportives, des associations, et même si la très grande majorité a été privée d'activité depuis plus d'un an, elles se sont adaptées et pour le coup ont fait preuve d'une grande capacité d'innovation en proposant un maintien du lien social, du lien sportif nouveau avec les adhérents. Et peut-être qu'on a un exemple avec la Fédération française d'athlétisme. Donc Emmanuel, comment au sein de la Fédération française d'athlétisme, je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge de la vie des clubs, comment vous anticipez le sport de demain, alors avant la crise et après la crise, et finalement, quelles sont vos mesures d'accompagnement des clubs? Et je rajoute peut-être une petite question maintenant. Dominique a évoqué en fin d'intervention les évolutions majeures. Parmi les évolutions majeures, il y aura évidemment celle du numérique qui ne peut pas être mise de côté dans la vie pour le mouvement associatif et sportif. Donc voilà, est-ce que vous avez également pris en compte ces préoccupations? Oui, merci Emmanuel. Effectivement, j'étais heureuse d'entendre Dominique Charrier qui précisait que les fédérations savaient s'adapter, qu'il était satisfait de constater cette capacité. Je voudrais juste rappeler que la Fédération française d'athlétisme est une fédération qui vient de fêter son centenaire et qui a donc dû inévitablement s'adapter aux changements sociétaux, et on en a connu quand même beaucoup pendant le XXe siècle. Que ce soit par la démocratisation du sport, et l'athlétisme en a été un acteur majeur, que ce soit la naissance du sport féminin, la pratique féminine, le sport ouvrier, et puis la professionnalisation du haut niveau, tous ces éléments-là qui se sont bâtis peu à peu. Plus récemment, le sport de masse. Le sport santé, tout ça, il a fallu s'adapter, et c'est vrai que nous, dans l'athlétisme, nous sommes un sport déjà multipratique. Le meilleur exemple, c'est quand même notre champion Kevin Mayer avec le décathlon. On doit à la fois être en stade, hors stade, et pouvoir répondre aux attentes et aux nouvelles attentes de tout le monde. Alors, notre sport de demain, eh bien, écoutez, on s'y est attelé déjà depuis un certain temps, heureusement. On s'y est attelé de deux manières, c'est-à-dire que d'abord, on a fait le constat que notre sport, notre fédération est une fédération de clubs, donc il fallait inévitablement consolider nos clubs, les structurer, les accompagner, mais c'est également une fédération qui est destinée à accueillir et à fédérer, et donc des pratiquants qui sont de plus en plus nombreux hors club. Et notre intérêt à tous, c'est de les faire pratiquer notre discipline de la meilleure des façons qui soient. Donc, on s'est attelé déjà depuis un certain nombre d'années sur ces deux axes
de travail. Alors, au sein des clubs, il a fallu déjà préparer, structurer nos clubs et les accompagner pour faire face à cette diversité de pratiques, à une demande qui était de plus en plus personnalisée, des adhérents qui cherchent à avoir pour certains une pratique très compétitive et c'était dans notre pédigré, mais pour d'autres une pratique plus conviviale, hein, donc notamment avec le développement du running, du sport santé, avec une volonté d'animation, une volonté d'esprit associatif et bien évidemment la volonté de bien-être qui est née avec le sport santé de la manière éclatante que nous connaissons aujourd'hui. Alors, comment accompagner ces clubs? On s'y est attelé déjà par le dernier plan de développement fédéral qui a été mis en place depuis 2018. C'est un plan qui couvre la période 2018-2024, donc c'est quand même assez long et on est en plein dedans. Et la pandémie d'aujourd'hui a permis éventuellement certains réajustements, mais on reste quand même dans cette continuité qui est importante. Hein, et le plan de développement s'est articulé autour de 2 axes principaux. Le premier étant l'accompagnement des clubs et le second étant la formation. L'objectif étant de coller, là encore, le plus aux attentes de nos adhérents et à la nécessité d'accompagner les clubs. Alors, pour l'accompagnement des clubs, on a beaucoup œuvré vers un accompagnement plus personnalisé, plus en rapport avec les territoires. On a créé la commission de ligue et de développement des territoires qui permet d'avoir un véritable observatoire local des attentes des clubs. On a ciblé les clubs, on s'est aperçu qu'il y avait une diversité. Il y a certains clubs qui sont des clubs traditionnels, d'écoles d'athlétisme, etc. D'autres qui sont mono-activités, des clubs de trail, des clubs de running. D'autres encore qui sont des clubs qui sont beaucoup plus haut niveau. Donc, il a fallu là aussi cibler cette cible, enfin ces destinataires pour les accompagner de la manière la plus personnalisée qui soit. On a donc créé également pour ces cibles des outils qui étaient un peu des outils pour répondre aux différents besoins qu'ils avaient. Donc, par exemple, pour le besoin d'animation, on a créé des outils du type le Kinder Athletic Day, le Run 2K, la journée de la marche nordique, tout ça, ce qui permet à chaque club d'offrir exactement pour leurs marcheurs, pour leurs jeunes, pour leurs coureurs, des éléments qui vont permettre de répondre aux besoins précis actuels et futurs de leurs pratiquants. Donc ça, c'est, je dirais, sur l'animation, mais on a élaboré également des guides de pratique. Donc on voit par exemple le Pass Athlé, c'est pour l'éducation athlétique, avec des guides de progression, avec des outils en ligne qui permettent de remplir les niveaux de chaque jeune, d'établir un parcours de progression de l'éducation athlétique. Et on a également établi des informations et des éléments pour leur permettre de créer des nouvelles pratiques. Donc, on l'a vu par exemple sur l'athlé santé, où là, on a créé une nouvelle profession, les coachs athlé santé, avec un accompagnement très précis sur ce type de public, sur ce type de pratiquants. Et encore dernièrement, quelque chose qui rencontre beaucoup de succès actuellement depuis quelques mois et notamment depuis la pandémie, l'AthléFit. Alors l'AthléFit, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui mêle la préparation physique générale avec le crossfit, donc des choses qui sont un peu plus proches, des attentes plus ludiques de nos pratiquants. Donc ça, je dirais, c'est tout ce qui concerne une politique qui vise à accompagner le nouveau pratiquant. Maintenant, comment est-ce qu'on aide également à se rapprocher par des outils, vous l'avez indiqué Emmanuel, des outils plus numériques, digitalisés. Alors déjà, là, c'est l'accompagnement des clubs directement et ça, on a une politique de partenariat qui nous y aide. On a par exemple le Crédit Mutuel qui nous aide avec son application AssoConnect à avoir des adhésions beaucoup plus facilitées et là, c'est notamment avec le Covid, c'est beaucoup plus intéressant. On a la Maïf qui nous aide avec le Pass Athlé à justement à accompagner les jeunes. On est en train de réfléchir à une centrale d'achat. On est en train de réfléchir à la mise en place d'un outil de CRM donc pour identifier exactement les besoins et de manière à ce que les clubs puissent être accompagnés dans ce domaine-là. Alors, les nouveaux enjeux, là, vraiment sur cette prochaine période, compte tenu de la pandémie, c'est, compte tenu, je dirais, d'une évolution sociétale que nous avons dû adapter encore par rapport au plan de développement, c'est par exemple tout le développement de la responsabilité sociétale.
donc avec la prévention des violences dans le sport, l'éco-responsabilité. Donc là encore, on accompagne nos clubs dans cette direction-là. On a mis au point une nouvelle charte qui vient d'être reprise d'ailleurs par le comité olympique. On accompagne les pouvoirs publics dans l'école, dans les 30 minutes de sport à l'école. On a une politique de déploiement local, d'adaptation des formats de compétition. Nos compétitions étaient à la base plutôt des compétitions nationales assez importantes au niveau du timing. La pandémie nous a fait, avec des meetings flash, préciser notre organisation pour qu'elle soit plus proche des attentes actuelles et plus proche non seulement des attentes actuelles au niveau de la pandémie, mais dans le futur aussi, de pratiquants qui cherchent à avoir un sport qui est moins contraignant, tant au niveau du côté ludique, que du côté sportif, que du côté compétition pure. Donc ça, c'était le premier axe, c'est-à-dire l'accompagnement des clubs au niveau de leur structure et au niveau des outils qu'on peut leur donner. Mais le gros axe sur lequel on a développé notre compétence, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on a vraiment, depuis 4 ans, mis en place un organisme de formation dédié, très innovateur, en ce sens que c'est une formation à destination de nos bénévoles, qu'ils soient coach, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient officiels et même organisateurs, avec là aussi une offre de formation qui est très personnalisée, avec des modules capitalisables. Alors, on a certains modules qui sont transversaux à toutes les formations parce qu'ils sont indispensables, comme la responsabilité éthique, etc. Et on a des modules beaucoup plus personnalisés qui vont nous permettre d'avoir au sein des clubs des personnes, des bénévoles qui soient véritablement formés et formés de manière précise. C'est vraiment la personnalisation de l'offre que nous faisons auprès de nos clubs et auprès de nos bénévoles qui va nous permettre d'appréhender ces nouvelles pratiques. Actuellement, nous sommes donc dans une pratique club, mais comme je vous l'ai dit au départ, nous avons également, bien évidemment, recherché comment attirer les nouveaux adhérents, c'est-à-dire ceux qui veulent avoir cette pratique hors club et qu'il faut prendre en considération. Ce n'est pas parce qu'on est une fédération de clubs qu'il ne faut pas prendre en considération le pratiquant extérieur. Et nous avons mis au point des nouveaux titres de participation, des programmes du type de J'aime courir, par exemple, qui permet à ces groupes de coureurs ou à ces coureurs individuels de participer à des compétitions, d'avoir des plans d'entraînement et évidemment à terme de les rattacher petit à petit à une pratique de club, mais néanmoins de prendre en considération leur souhait pour l'instant d'être pratiquants hors club. Voilà, alors ça, je dirais, c'est l'offre complète que nous pouvons avoir pour destination de nos clubs, des pratiquants, etc. Mais on a quand même cette spécificité inévitable qu'on est le premier sport olympique et qu'il ne faut pas perdre de vue notre pédigré, notre esprit qui est quand même la compétition à la base. Hein. On a tous en tête Paris 2024. Et donc, la grosse difficulté que nous avons, c'est d'arriver quand même à concilier ces différents éléments sans perdre de vue que nous devons soutenir notre sport de compétition. C'est quand même c'est ce qui fait briller les yeux même du sportif santé. C'est quand même quand il voit des médailles aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. Et donc, nous œuvrons dans ce domaine-là également. Merci beaucoup Emmanuelle, et vous êtes vous-même une athlète de compétition. Vous avez évoqué en début et en fin d'intervention la question des sportifs qui ne sont pas dans des clubs. Et d'ailleurs, l'Institut régional, donc Île-de-France, de développement du sport, qui s'appelle l'IRDS, a publié une nouvelle enquête vendredi sur le développement des pratiques dans les structures commerciales. Il y avait une enquête au mois de janvier sur les pratiques non fédérées. Et en fait, les besoins qui sont exprimés, c'est bien de pratiquer où, quand et comment on veut. Et donc, l'enjeu pour le mouvement sportif fédéré n'est pas de voir cette pratique comme une pratique concurrente, mais bien d'essayer de la transformer aussi en une pratique à un moment donné qui répond à un besoin associatif, d'engagement citoyen. Et en effet, la formation notamment peuvent faire partie des outils importants à développer. Et vous avez parlé de démocratisation, et donc là je vais me tourner vers Guillaume Legault, puisque l'UCPA a été créé en 1965 pour démocratiser l'accès aux activités de plein air, en particulier
pour les jeunes, mais pas que. Et donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous peut-être dresser déjà un état des lieux de où en est le loisir sportif, les vacances, les séjours sportifs à destination des jeunes qui ont évidemment été encore plus impactés par la crise? Quels sont les principaux facteurs d'évolution ces dernières années et comment vous anticipez-vous l'innovation? Si j'ai proposé à l'UCPA et Guillaume d'être présents, c'est d'une part parce que j'y ai siégé et donc je connais la capacité de l'organisation à travailler les questions de prospective et d'évolution majeure. Merci Emmanuel pour cet encouragement sur l'innovation. On va essayer d'être à la hauteur. Peut-être ce que je peux dire d'une manière un peu générale au départ, c'est dire qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que ça fait maintenant presque 1 an qu'on nous dit que le sport n'est pas une activité essentielle et que du coup, il est contraint par des restrictions administratives très fortes qui nous ont très lourdement pénalisés. Et je pense que tout le mouvement sportif, quelles que soient les organisations, les formes de pratique ou autres, a subi ça. Et j'ai même envie de dire chaque citoyen, dans sa propre liberté, l'a subi, puisque c'était, moi je l'ai vu, parfois compliqué de pouvoir aller faire un simple footing à côté de chez soi à cause des contraintes horaires qui nous étaient imposées. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça y est, le sport va enfin pouvoir redevenir quelque chose qui retrouve sa place essentielle dans la vie de tout le monde. Et je pense que c'est assez fondamental de voir ce qui va se passer du coup autour de ça, parce que c'est essentiel pour la santé de tout le monde. Voilà, on a besoin de pouvoir bouger, vivre son corps. C'est essentiel pour le bien-être. C'est essentiel pour la cohésion sociale aussi. On ne mesure pas assez, je pense, à quel point le sport est un vecteur qui crée du lien, de la cohésion, de la solidarité entre tout le monde, qui est pour les plus jeunes le lieu de formation à l'esprit d'équipe et pour les adultes souvent un des rares espaces à côté du travail pour pouvoir rencontrer des gens tout simplement et se créer des liens, et c'est vital pour nous dans la société. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on regarde le sport de demain aussi avec cette formidable, quelque part, pression qui a pesé sur nous pendant 1 an, et maintenant cette ouverture extraordinaire qui se fait et qui va permettre de repartir et de repartir, je pense, du bon pied. Si on regarde concrètement un peu les tendances de fond, hein, au-delà de cet aspect un peu conjoncturel de la crise sanitaire, pour répondre à ta question, Emmanuel, ce qu'on voit, nous, c'est quand même un recul d'un certain nombre de leviers, d'acteurs, d'appuis, d'organisations historiques qui aidaient aussi bien ou qui accompagnaient aussi bien le développement des loisirs que des vacances sportives. Et je voudrais l'illustrer peut-être un petit peu sur le champ des loisirs sportifs. Ce qu'on constate depuis 15-20 ans, c'est qu'il y a progressivement une difficulté des collectivités publiques à continuer à développer des nouveaux équipements sportifs de manière importante et à pouvoir entretenir, maintenir, rénover le parc des équipements existants. Et ça a conduit un certain nombre de collectivités locales à essayer de trouver des nouveaux modèles de partenariat qui permettent d'essayer de trouver des solutions quand on ne peut pas porter uniquement sur des budgets publics à 100%, que ce soit la maintenance, l'entretien ou la construction, l'aménagement de nouveaux équipements. Alors, c'est passé par les délégations de services publics et, par exemple, dans le champ de la natation et des piscines, c'est un domaine où la délégation de services publics s'est fortement développée parce qu'on le sait tous, c'est un équipement qui est extrêmement complexe à gérer, il est déficitaire quasiment structurellement. Une piscine, c'est rarement un équipement qui peut s'équilibrer compte tenu de la consommation énergétique qu'il faut pour faire tourner une piscine. Et ce modèle de la délégation de services publics, il a permis voilà, de trouver un peu des solutions pour essayer d'optimiser la gestion des équipements, pour essayer d'ouvrir à d'autres activités complémentaires et d'essayer d'apporter quelques solutions. Mais aujourd'hui, ça ne résout pas tout.
Et globalement, le parc des équipements sportifs, il a tendance à être vieillissant et il a tendance à être insuffisant et il a tendance à ne pas suivre les évolutions démographiques. Et du coup, on voit qu'il y a des territoires entiers qui sont sous-équipés aujourd'hui. Donc, il y a un vrai enjeu à essayer de trouver d'autres solutions. Il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites à une époque autour des partenariats publics-privés. Je ne suis pas sûr que ça a été extrêmement florissant, ces solutions-là. Ça a conduit à des modèles qui sont relativement coûteux au global. Et donc, c'est intéressant d'essayer de regarder aujourd'hui qui sont les acteurs qui essaient d'apporter des solutions. Et en tout cas, nous, à l'UCPA, ce qu'on essaie de trouver, c'est des solutions où on fasse converger, je dirais, le rôle des acteurs publics, qui est d'être d'abord stratèges des territoires, d'être ceux qui aménagent, qui pensent l'organisation de l'espace et qui vont concevoir l'articulation entre les zones d'habitation, les zones de travail, les zones d'activité de loisirs. Et puis, après, les acteurs économiques, qui vont être ceux qui vont pouvoir construire des solutions et des modèles et essayer d'amener du coup des clés nouvelles pour aménager des espaces sportifs. Et donc, dans ce champ-là, on a aujourd'hui, notamment à l'UCPA, un gros projet qu'on appelle UCPA Sport Station, qui vise à essayer d'amener une autre manière d'aménager les équipements sportifs en ville, qui permettent de répondre à la fois à des attentes d'aménagement de quartiers qui émergent. Je pense par exemple à un quartier comme Brazza à Bordeaux, où on a 70 000 habitants qui vont être installés dans ce nouveau quartier. Il y a un vrai enjeu d'amener des équipements sportifs, mais aussi de faire que les équipements sportifs puissent être une porte de rencontre, encore une fois, de relation avec le reste de la ville. Et puis que ce soit des équipements qui aient leur propre modèle, puisque pour le coup, la collectivité n'a pas forcément la capacité de les aménager. Et donc, les équipements qu'on invente, c'est des équipements qui sont très décloisonnés, qui sont des équipements où on va du coup pouvoir passer d'une activité sportive à l'autre, où on va pouvoir avoir des pratiques aussi bien de gens qui viennent découvrir l'activité sportive que de gens qui sont de haut niveau et qui viennent s'entraîner dans un même espace, qui soient des lieux aussi où on puisse articuler la pratique sportive, le fait d'avoir une activité de loisir, de devoir aussi parfois gérer la famille, par exemple, et de pouvoir faire garder ses enfants pour pouvoir pratiquer l'activité sportive, donc que ça soit intégré dans l'équipement. Tous ces éléments-là, ça amène à concevoir les équipements d'une autre manière. Je parlais tout à l'heure des équipements aquatiques, c'est pareil, on est en train d'essayer d'inventer des solutions pour faire en sorte d'imaginer des modèles de piscines qui soient peut-être moins coûteux et qui permettent d'éviter les difficultés qu'on a aujourd'hui pour développer ces équipements-là. Si on regarde ce qui se coûte cher finalement dans une piscine, 80% de la consommation énergétique, c'est consommé pour chauffer l'air. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça qui coûte cher dans une piscine. Les pays d'Europe du Nord, qui sont pourtant dans des zones beaucoup plus froides que nous, ça fait longtemps qu'ils ont décidé de construire des piscines qui sont à l'air libre. Et on peut chauffer l'eau à l'air libre, ça consomme beaucoup moins d'énergie que chauffer l'eau dans un site couvert dans lequel il faut chauffer l'air. Voilà, donc ce type de solution, on essaye de le développer. Et je pense qu'autour d'une capacité, on va dire, des acteurs du sport à sortir un peu de la boîte, à imaginer qu'on peut, voilà, encore une fois, peut-être concevoir une piscine autrement que comme une bulle fermée, concevoir une salle de fitness, une salle d'escalade et des salles de raquettes autrement que comme des petits lots côte à côte, mais comme un lieu construit en commun dans lequel il va y avoir des passerelles, on va pouvoir passer d'un espace à l'autre. Aujourd'hui, si on vient sur l'UCPA Sport Station de Meudon, on peut passer de la patinoire à la salle d'escalade, à la salle de squash, faire du paddle, etc. Et ces activités-là dialoguent entre elles. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est une tendance lourde et qui va se développer dans le champ des loisirs. Sur peut-être 2 mots sur l'activité plus du sport en période de vacances, hein, qui est un domaine d'activité important dans lequel l'UCPA est investi. Là aussi, il y a eu un recul finalement d'un certain nombre d'acteurs historiques. Pendant longtemps,
le départ en vacances, il a été aidé par les caisses d'allocation familiale, il a été aidé par les comités d'entreprise, il a été aidé par parfois les collectivités locales. Alors c'est vrai notamment pour les départs en colonie des enfants, mais c'est vrai aussi pour les jeunes apprentis, les jeunes adultes, etc. Et on voit que globalement, tous ces dispositifs d'aide, ils tendent tendanciellement à reculer quand même très fortement. Il y a moins d'aide au départ en vacances et donc moins de facilité pour les gens d'accéder à des vacances sportives. Et en plus, ils tendent à se transformer, pour ce qui reste, à être plus des leviers d'appui à la consommation que des leviers d'accompagnement vers une pratique sportive et de découverte du sport, de découverte de la nature, découverte de la dimension éducative du sport. On a plutôt des leviers où on vient donner un chèque qui permet aux gens de pouvoir être utilisés pour partir. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. Ce n'est pas spontanément qu'on va pouvoir partir comme ça sur les sentiers en montagne, découvrir les beautés de la montagne, découvrir l'activité de randonnée, mais au-delà, peut-être le trail et toutes les activités nouvelles, le canyoning, l'escalade, etc. Et pareil, en bord de mer, on ne va pas aller se lancer à naviguer tout seul sans être accompagné. Donc, il y a un vrai besoin à la fois d'aide, de soutien, je dirais, d'ordre un peu économique, mais aussi d'ordre éducatif et j'ai presque envie de dire culturel. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie question de repenser notre rapport au sport et à la manière de faire découvrir le sport et comment on en fait un élément clé dans l'éducation à la citoyenneté, dans l'éducation finalement au vivre ensemble. Et du coup, peut-être pour être un peu plus concret, il y a quelques axes, effectivement, ils ont été évoqués par les deux intervenants précédents, qui émergent notamment du côté des vacances sportives aujourd'hui. On voit fortement dans les évolutions émerger des attentes plus fortes du lien entre sport et nature. Voilà, faire en sorte qu'on ait des activités sportives mieux intégrées au dialogue avec la nature, avec l'environnement, à la découverte de la biodiversité, mais aussi à une forme de pratique peut-être plus douce. Il y a une forte attente autour du bien-être, de la santé, et on voit, nous notamment, on est très étonnés de voir comment, par exemple, les activités de yoga, de gymnastique douce sont très demandées en lien avec des stages de ski, avec des stages de surf, et comment finalement il y a une sorte d'hybridation et de mariage de différentes disciplines sportives qui évoluent. Et puis il y a une troisième dimension qui est effectivement le digital. Bon, voilà, les jeunes générations sont très connectées de plus en plus et donc en attente aussi de pratiques sportives qui soient accessibles, accompagnées, articulées avec une dimension digitalisée, que ça soit facile de pouvoir identifier les activités qui sont proposées, qu'on puisse éventuellement avoir des parcours éducatifs accompagnés, où on puisse être orienté, conseillé via le digital. Et donc là aussi, on essaie de développer des solutions pour répondre un peu à ces enjeux. Merci beaucoup, Guillaume. Tu as évoqué plusieurs choses. D'abord, peut-être la valorisation de l'encadrement du mouvement sportif dans le cadre des loisirs sportifs, et ça, c'est extrêmement important. Toutes les activités de pleine nature, il y a une différence si on les aborde en tant que consommateur ou si on les aborde en tant que pratiquant autonome, et c'est aussi ça qu'apporte l'UCPA ou les fédérations sportives. Ça, c'est important à souligner. Et puis, cet enjeu autour de l'hybridation. Alors, il y a des fédérations multisports qui, depuis un siècle pour certaines, justement, développent une approche omnisport où finalement, ce qui compte, ce n'est pas l'activité sportive en tant que telle, mais c'est bien
la place que l'être humain et le développement que l'être humain va prendre au sein de ces pratiques sportives et donc va hybrider, en effet, comme tu viens de le dire, différents types d'activités. Et les fédérations, la Fédération française d'athlétisme aussi, Emmanuel, tout à l'heure, tu l'as également évoqué, ont pris en compte ces besoins. Et puis, tu as parlé des équipements sportifs. Et moi, je pense qu'en effet, il y a un enjeu qui va se jouer. Donc, c'est l'expérimentation que vous faites avec les sports stations autour de tiers-lieux ou finalement des nouveaux types d'installations sportives ou des non-pratiquants, parce que globalement, le sport s'adresse d'abord aux sportifs. Et il y a un problème aujourd'hui de réponse aux non-pratiquants aussi pour qu'ils puissent plus facilement franchir la porte d'un club. Quand on est un adulte débutant aujourd'hui, on va avoir extrêmement de mal à aller dans un club. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui pour faciliter un accès à une pratique sportive en abordant aussi un espace où on peut aussi questionner la parentalité, où on peut aussi questionner, on peut travailler, enfin voilà, on peut vivre une citoyenneté peut-être un peu différente. Et à mon avis, il y a un enjeu à expérimenter aujourd'hui ce type d'espace comme tu as pu le décrire. Alors Dominique, Guillaume a donc évoqué des solutions, en tout cas que l'UCPA expérimente et met en place. Toi, tu as évoqué dès ton introduction l'enjeu de la recherche aussi autour de la prospective notamment. Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi développer dans les années à venir du point de vue du mouvement sportif fédéré? La question est un peu complexe pour y répondre comme ça en quelques mots, mais il me semble que l'un des aspects peut-être déterminants, c'est justement de travailler la capacité à se projeter sur le long terme. Parce que l'exercice de prospective auquel on est invité là, c'est à la fois prendre conscience de notre histoire, de prendre conscience de questions déterminantes pour l'avenir, mais aussi c'est prendre conscience que les préférences qu'on exprime, les préférences collectives, les préférences politiques, les choix que l'on fait vont être déterminants. Une façon de dire que l'avenir n'est pas écrit d'avance, mais que ce sont les acteurs qui ont une capacité effectivement de construction de l'avenir. Et je trouve que si je devais donner une seule idée, ce serait celle-ci, c'est-à-dire être capable de doter les acteurs du sport dans leur ensemble, en particulier les fédérations, puisqu'on s'intéresse à elles-là, de les doter d'espace, de moments où elles peuvent réfléchir tranquillement, en dehors de la conjoncture, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était extrêmement lourde, évidemment. Il faut gérer le quotidien, donc il faut gérer le quotidien. En même temps, gérer le quotidien, c'est aussi anticiper et gérer l'avenir, au fond. Donc voilà, c'est peut-être une capacité à créer des espaces de réflexion plus forts et plus tournés vers l'avenir, donc au long terme. Donc, il faudrait peut-être mettre en place des assises nationales du sport qui associent à la fois le mouvement sportif fédéré, mais au-delà, l'ensemble des acteurs qui sont investis aujourd'hui dans le sport. Emmanuel, en tant que responsable de la vie des clubs, vice-présidente de la vie des clubs, il y a un élément qui est extrêmement important et que l'UCPA fait vivre beaucoup dans ses séjours. C'est toute la vie sociale qui s'organise autour de la pratique sportive. Il y a une culture très forte des clubhouse, par exemple. Dans les clubs, dans les clubs, ces espaces où on peut manger un morceau, créer de la convivialité. Est-ce que l'évolution de la pratique, le fait qu'il faille s'intéresser à celles et ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans des clubs, l'évolution du numérique, est-ce que tout ça c'est un risque finalement pour cette vie sociale ou est-ce qu'il y a un enjeu à justement créer un contre-pied et organiser autrement la vie sociale, la convivialité, Oui, le c'est lien vrai que intergénérationnel, etc.
c'est vrai qu'on est face à cette difficulté où avant on avait un stade, on avait les vestiaires et puis on était tous là et on se retrouvait. Maintenant c'est beaucoup plus complexe entre les runners qui sont à l'extérieur, les marcheurs également, les disciplines un peu annexes comme on l'a vu, l'athléfit, l'école. Enfin, et en plus on a un sport, nous avec l'athlétisme, qui couvre toutes les catégories d'âge. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu dans les clubs d'arriver à créer un espace de convivialité où on est tous ensemble. Moi, je l'ai même expérimenté au sein de notre club. On est 540 adhérents. On a tenté, on essaye par les barbecues, les assemblées générales, etc., à faire venir tout le monde. Mais on s'aperçoit de plus en plus que les attentes et les personnifications des attentes de nos adhérents font que, inévitablement, le lien social se crée dans des mini-groupes. À condition, ça n'est la réalité que si le club n'a pas une vision transversale. Et moi, je pense très fortement que notre mission aujourd'hui, c'est d'opérer de la transversalité, d'opérer de l'agilité, de sortir un peu de nos carcans anciens qui nous ont construits, hein, avec chacune des disciplines de telle et telle manière, hein, et de créer des passerelles transversales par des pratiques. Pourquoi est-ce que, par exemple, un athlète qui est blessé ne pourrait pas faire de la marche nordique en attendant qu'il puisse reprendre une activité où les sauts sont plus importants, par exemple, ou qu'il soit un runner? Pourquoi est-ce qu'un athlète qui est un sauteur ne pourrait pas faire une activité de running yoga, par exemple? Tout ça est complémentaire et je pense que c'est notre rôle aussi de montrer qu'il faut sortir un petit peu des sentiers battus, avoir de l'agilité, avoir de la nouveauté. Donc ça, c'est le premier axe. Et je pense également que nos clubs ont une véritable mission d'appropriation du territoire, d'appropriation du local. On l'a vu avec le 1 km à côté de chez soi, on le voit avec les compétitions locales, avec les difficultés qu'on a eues de circuler avec la pandémie. Mais ça, à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur, hein. Guillaume Legault a valorisé l'aspect tourisme, l'aspect lieu multi-activités et création de stations UCPA, comme vous l'appelez, mais je pense que même dans une fédération, on peut envisager tout à fait ça, c'est-à-dire que dans telle région, on peut tout à fait envisager qu'un club soit spécialisé dans l'application sportive de son territoire, donc le club de trail, le club qui fait plus avec, s'il a une piste indoor, il va faire plus une spécialisation de indoor, hein. Véritablement avoir un lien entre les différents acteurs locaux en fonction de leur territoire, hein, sans avoir à faire obligatoirement quelque chose qui soit uniforme sur notre territoire. Donc, notre enjeu, c'est d'arriver à être plus agile. Et pour être plus agile, il faut être formé et il faut avoir des idées et des ouvertures d'esprit qui, à mon sens, sont indispensables pour cet exercice de prospective que Dominique Charrier nous indiquait. Merci Emmanuel. Alors Guillaume et Dominique, Emmanuel parle de la proximité. Est-ce que le sport de demain, d'ailleurs Guillaume, tu l'as évoqué un peu en parlant des piscines et des aides décroissantes pour les séjours sportifs, est-ce que le sport de demain, c'est pas aussi se dire que l'émergence des technologies du numérique va peut-être laisser de côté encore plus une partie de la population et qu'il y aurait le sport de ceux qui peuvent et le sport de ceux qui ne peuvent pas. Donc, est-ce qu'il y a derrière le sport de demain, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de répondre aux besoins profonds aussi de la population, de répondre aux inégalités et comment on fait en sorte que justement le sport de demain réduise les inégalités plutôt que ne les augmente? Non, je ne sais pas, Guillaume ou Dominique. Guillaume? La question est vaste. Ce qu'on peut sans doute dire, c'est que le sport a toujours été accessible à tous. Je veux dire, on a tous en tête l'image des jeunes des favelas au Brésil qui jouent au foot sur la plage et qui font partie des moins favorisés de la société brésilienne, qui est probablement une des sociétés les moins égalitaires sur la planète. Et je ne parle de cet exemple lointain que comme ça, mais on pourrait prendre le même exemple en France et dire
rien n'a empêché un jeune d'un territoire rural de faire du vélo, et rien n'a empêché des jeunes des quartiers de pouvoir pratiquer la boxe au pied de leur immeuble sans attendre que qui que ce soit vienne leur dire tiens, ça c'est du sport. Voilà. Et donc, il y a un vrai enjeu, je pense, à ce qu'on sache reconnaître dans l'espace de ce qu'est la réalité du sport dans notre société, aussi toutes ces pratiques qui se font en dehors de toute structure institutionnelle, de toute organisation, et qui sont simplement l'expression, quelque part, de la liberté et je dirais, de la dimension presque sportive naturelle qu'ont tous les êtres humains, si on veut pousser un petit peu loin le curseur. Donc, dire que le sport a une mission de lutter contre les inégalités, c'est dire, en fait, c'est peut-être les institutions du sport qui ont besoin de changer leur regard sur ce qu'est le sport et de s'interroger en se disant, est-ce qu'on est les institutions qui accompagnent toute la réalité du sport, ou est-ce qu'on est des institutions qui accompagnent une partie, une frange du sport très médiatique, du sport très financier, du sport très que sais-je, mais pas forcément tout le sport. Et donc, c'est peut-être plus de ce côté-là qu'il faut regarder les choses, comment on arrive à ouvrir plus fortement les institutions, comment on arrive à transformer finalement nos modes de fonctionnement. Et je m'implique dedans, hein. L'UCPA fait partie des acteurs qui sont même si on est un peu parfois sur un strapontin, mais on est dans la famille du CNOSF, qui est quand même un peu l'institution mère de toutes les institutions du sport. Et donc, en disant ça, je porte aussi un jugement critique contre notre propre fonctionnement. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire à l'UCPA, c'est, tu l'as dit au début, Emmanuel, l'UCPA est une organisation qui existe depuis 65. On pourrait dire c'est une vieille maison, certains diraient c'est une institution. Et je crois qu'une des forces de l'UCPA, c'est justement de ne jamais rester assis sur ses acquis, de ne jamais rester enfermé dans sa structure institutionnelle, et d'être toujours un peu en effervescence, en bouillonnement, et en se disant comment on recrée des capteurs avec ces formes de pratiques nouvelles qui émergent, ces acteurs nouveaux qui émergent. Voilà. Est-ce que la digitalisation, c'était un des éléments de ta question là-dedans, contribue ou pas à accroître les inégalités? Oui, il y a une partie, une frange de la population qui est un petit peu exclue du digital, même si c'est quand même de moins en moins vrai. L'école fait quand même beaucoup pour permettre à tous d'avoir accès à ça. Et puis, globalement, il y a une démocratisation, y compris sur le plan économique, de l'accès au digital. Et de toute façon, enfin, je pense qu'il ne faut pas opposer les choses. La vraie question, encore une fois, c'est est-ce qu'on a la volonté, effectivement, de faire une place pour tous dans le sport? Et si on a cette volonté-là, le digital peut être un vrai levier d'appui aussi. Merci Guillaume. Et Maradona, qui a grandi alors pas au Brésil, mais en Argentine, disait moi j'ai grandi dans un quartier privé d'eau, d'électricité. Et je trouve que voilà, la formule parfois pour le sport pourrait également s'appliquer. Dominique? Oui, je ne partage pas complètement l'optimisme que j'ai senti dans le propos de Guillaume, notamment sur les questions de démocratisation et du sport accessible à tous. Parce que je crois que même si mon introduction a pu sembler être optimiste quand j'ai souligné le caractère, la capacité d'adaptation, d'anticipation et d'innovation des organisations donc sportives, et j'ai bien dit capacité donc relative, ce qui sous-entendait qu'il y avait le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Le grand échec des politiques sportives locales, publiques, d'État, le grand échec des organisations sportives, c'est que globalement, on a, en fonction des études, les chiffres sont un peu variables, mais on a en gros un tiers à la moitié de la population française qui n'a pas d'activité sportive ou qui n'en a pas suffisamment. Ça, c'est un échec terrible, même si la France est l'un des pays où on pratique le plus au monde. Bon, mais on ne peut pas se contenter de ça. Et quand on y regarde de plus près, alors effectivement, tout le monde peut aller courir avec un short et des tennis, mais en même temps, tout le monde ne le fait pas.
Parce qu'au fond, on le sait, le fait d'avoir une activité sportive ou de ne pas en avoir, le fait d'avoir telle ou telle activité sportive, le fait d'avoir telle activité sportive dans un cadre privé, public, associatif ou auto-organisé, le rapport à la nature, le rapport au bien-être, le rapport au digital, eh bien, tous ces éléments-là, ils sont socialement déterminés. Ce n'est pas seulement une question de choix. C'est-à-dire que là, on voit que les inégalités sociales, les inégalités économiques pèsent beaucoup. Je vais en donner deux simplement. Le pouvoir d'achat, évidemment, ça tombe sous le sens, mais encore faut-il le dire et le redire. Et puis, peut-être aussi la capacité à maîtriser son emploi du temps. Quand on a une grande flexibilité d'emploi du temps, comme c'est mon cas par exemple, mais c'est une flexibilité que je maîtrise entièrement, bah, c'est très confortable pour effectivement avoir des activités sportives comme on veut, avec qui on veut, etc. Mais quand on a une flexibilité qui est contrainte, qui est souvent doublée d'ailleurs d'une précarité par rapport à l'emploi, bien là évidemment ça se révèle extrêmement complexe. C'est-à-dire que là, on ne peut plus avoir d'activité sportive quand son emploi du temps professionnel, si on a la chance d'avoir un emploi, quand son emploi du temps est donc déterminé par son employeur et qui vous informe 48 heures avant que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Donc il y a là vraiment des, des facteurs socio-économiques qui pèsent terriblement et qui empêchent justement ce processus de démocratisation, terme qu'on emploie trop vite en fait. Hein. Donc, on emploie trop vite. Effectivement, il y a eu un développement des pratiques sportives, mais pas pour autant une véritable donc, démocratisation. Et du coup, l'un des enjeux qui me semble être déterminant, parce que j'imagine qu'on approche de la fin, mais l'un des enjeux qui me semble être déterminant, c'est comment les politiques publiques et les organisations sportives et le comité donc, olympique, par exemple, et les fédérations, eh bien, comment elles sont capables de s'adresser aux non-pratiquants. Et je trouve que ça, c'est un enjeu de taille, parce qu'en fait, historiquement, eh bien, toutes ces organisations ont été donc habituées à s'adresser aux sportifs. C'était quand même déjà un peu plus simple. Puis peut-être que, alors pour terminer sur cet aspect en ce qui me concerne, mais je trouve que la pandémie, je crains qu'elle n'ait pas mis le sport dans les priorités. En dépit de l'envie de pratiquer, qu'on a les uns et les autres, et de repratiquer dans des conditions un peu plus normales, je pense qu'il y a trop de consensus mou autour des questions donc, sportives et le discours sur les valeurs du sport, il fait véritablement beaucoup de dégâts parce que du coup, tout le monde est d'accord. Le sport, facteur de cohésion, le sport, facteur d'éducation, même si dans la réalité, c'est le contraire qui se produit. Et du coup, tout le monde étant effectivement d'accord, ce n'est pas vraiment un choix politique. Et pour ma part, je milite au fond d'une certaine manière je milite au fond pour que les acteurs du sport s'engagent plus dans les débats politiques parce que l'organisation du sport, c'est d'abord un choix politique. Merci Dominique. Et d'ailleurs, dans les questions souvent que me posent les présidents de fédération, c'est finalement pourquoi et comment acculturer les institutions politiques à l'enjeu du sport. Donc je pense qu'il y a des raisons historiques et sociologiques qui ont à voir avec la naissance du sport. Mais c'est vrai que si on n'est pas présent dans les espaces de débat et surtout si on ne pose pas la question du sport comme un enjeu de société, bah, finalement on ne peut pas répondre à la question. Et à force d'utiliser le sport comme une utilité sociale à quelque chose, finalement on ne pose pas l'enjeu du sport en tant que pratique culturelle. Et à mon avis, c'est ça qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à développer en France. Alors, dans le chat, il y a eu une valorisation de l'UCPA, Guillaume, qui en effet indique que l'UCPA révolutionne les infrastructures sportives avec les sports stations, comme l'ont été les cinémas avec l'émergence des multiplexes. Et puis, il y a également un commentaire donc, sur l'idée des tiers-lieux auxquels j'ai fait référence tout à l'heure et qui permettrait, alors, tu l'as dit aussi Guillaume, de faire travailler ensemble le mouvement sportif fédéral, les collectivités territoriales et les partenaires privés. Et peut-être, on va conclure dans 2 minutes. Est-ce qu'un petit mot de la fin, parce que le sport de demain, c'est aussi Paris 2024, dans 3 ans, ça va venir extrêmement vite. Donc peut-être une petite phrase de conclusion sur ce que doit être, vous allez me dire que c'est encore plus dur, hein, mais de manière très synthétique, mais ce que doit être l'héritage de Paris 2024 pour penser ce sport de demain. Emmanuel ?
Oui, alors moi j'ai un discours qui est quand même beaucoup plus optimiste que celui final de Dominique. Et moi, je veux croire que les valeurs du sport, c'est vraiment ça qui, surtout dans ces périodes de pandémie, vont nous permettre à la fois de montrer, évidemment, dans les compétitions, un dépassement de nous-mêmes qui va nous permettre d'avoir plein de médailles pour Paris 2024, mais également un dépassement de nous-mêmes par rapport aux difficultés ambiantes. Et pour là, moi, je milite de manière très active à la place du club et à la place du rôle associatif comme tissu social, comme énergie locale, comme énergie surtout proche des attentes et en capacité, si on les forme, si on les accompagne, de permettre à notre société d'évoluer grâce et par le sport. Merci Emmanuel. Guillaume? Moi, je reste optimiste, malgré les observations, même si je les comprends. J'ai la conviction que l'enjeu principal, peut-être autour des Jeux Olympiques, c'est si on pouvait arriver à faire partager très largement par nos concitoyens l'idée que l'éducation au sport, c'est fondamental et que le sport, c'est aussi un levier pour contribuer à l'éducation et à l'épanouissement de la personne. Si autour des Jeux Olympiques, cette belle idée peut être partagée plus largement socialement, et je pense que ce n'est pas du tout un débat politique, c'est d'abord un enjeu et une prise de conscience citoyenne, alors probablement que les Jeux Olympiques auront contribué à quelque chose de positif dans notre pays. Entièrement d'accord, une appropriation citoyenne et populaire. Dominique? C'était un peu la même idée, Emmanuel, donc tu me l'as un peu grillé, mais c'est l'idée qu'effectivement le sport soit un levier pour que les Jeux, pardon, soient un levier pour installer le sport dans le débat public au niveau où il doit être, c'est-à-dire un enjeu majeur, et ça doit donc inviter à des choix budgétaires, par exemple, absolument donc différents de ceux que l'on connaît depuis de nombreuses décennies. Et pour ma part, je considère que c'est être optimiste quand on a conscience des contradictions. Merci beaucoup. Alors, l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ce sera la conclusion de ces rencontres, donc ce sera le 17 mai. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour parler gouvernance du sport, fonctionnement du CNOSF. Je vous remercie beaucoup, Dominique, Emmanuel, Guillaume. Donc, cette rencontre sera disponible en replay. Et si vous voulez en savoir plus sur ma candidature, www.noulesport2021.org. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.